Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on aborde ensemble les sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Et on commence avec ce dossier consacré au logement étudiant, alors que l'on atteint le pic de la galère étudiante. Pas assez de logements et à des prix trop élevés pour des étudiants déjà entravés par la hausse du coût de la vie. Certains font appel à des chasseurs d'appartements, d'autres choisissent la colocation intergénérationnelle. Et puis ils sont surtout nombreux à délaisser Paris pour la petite et la grande couronne. On évoque ce sujet avec nos invités en plateau. Le musée Marmottan-Monet poursuit ses discussions, ses dialogues inattendus et invite Françoise Petrovitch à dialoguer avec Berthe Morisot pour une série Soleil. Rose Trémière et Tournesol se répondent. Vous allez voir, c'est très poétique et on en parle tout à l'heure dans l'entretien culture de l'art de vivre et un atelier parisien qui propose des créations uniques, accessoires, chapeaux, bijoux de tête inspirés de l'histoire de l'art. Vous n'aurez plus aucune excuse pour vos événements à venir. On vous présente ça en fin d'émission. La ville de Paris est-elle devenue inabordable pour ses étudiants? C'est en tout cas ce que poussent à croire les derniers chiffres qui tous alertent sur la difficulté de trouver un logement. C'est vrai pour les étudiants, c'est vrai aussi pour les Parisiens, les Franciliens en général, faute d'offres suffisantes et sur des prix exorbitants, des prix trop élevés, en tout cas pour le coût de la vie auquel sont évidemment impactés les étudiants. Résultat, les étudiants se rabattent justement sur les communes aux alentours, petites et grandes couronnes. Et on va évoquer ce phénomène avec nos invités en plateau. Jacques Baudrier, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge du logement et de la transition écologique du bâti. Alain Gollon, secrétaire confédéral de la Confédération nationale du logement. Merci également. Et avec nous, Paul Schneider, vous êtes cofondateur de Colombage. C'est de la colocation intergénérationnelle. On va y revenir parce que c'est une solution intéressante par rapport aux problématiques qu'on évoquait. Ce sujet qui s'impose, messieurs, alors que la rentrée approche pour les étudiants parisiens et franciliens, l'accès au logement est toujours ces mêmes difficultés. On a l'impression quand même que le problème s'enlise et que les difficultés ont tendance à être de plus en plus importantes pour les étudiants et notamment pour les Parisiens. En effet, alors c'est un sujet qui vient de loin, qui est lié à l'évolution de la structure du parc immobilier. Alors il faut savoir, heureusement, la ville de Paris investit beaucoup pour faire du logement social et du logement social étudiant. Moi, j'étais hier en visite avec des élus du 5e et ma collègue adjointe à la vie étudiante sur le campus de Jussieu, où on a donné le premier coup de pioche du plus grand projet de création de logements sociaux étudiants de l'histoire à Paris. Qui sera délivré quand? Qui sera délivré d'ici 4 ans. Mais donc, c'est 580 logements d'un coup à Jussieu, au cœur de Paris. Et chaque année, en moyenne, on finance plus de 600 logements. Et normalement, cette année, on devrait battre des records. Alors, on a quelques arbitrages qui devraient tomber, mais il est possible qu'on dépasse les 1000 logements sociaux étudiants créés cette année. Donc alors, comment on explique cette crise? Alors, c'est-à-dire qu'en 2001, avant, il y en avait quasiment 0. Donc là, on en est à près de 15 000. Donc ça augmente beaucoup. Mais donc on rattrape notre retard, on peut le dire? On rattrape notre retard. Et Paris, à l'échelle française, est le territoire qui va le plus vite dans la production de logements sociaux étudiants. Mais néanmoins, ces 15 000 logements sociaux étudiants, il y a 400 000 étudiants. Donc le Crous nous dit qu'ils répondent à une demande sur 8. Donc en gros, on fait beaucoup. Et le budget de Paris pour créer du logement social, c'est 600 millions d'euros cette année. Il y a 5 ans, c'était 300 millions. Le budget de la ministre du Logement pour créer du logement social dans toute la France est inférieur, ces 400 millions, est inférieur au budget de la ville de Paris pour créer du logement social à Paris. Donc, pardon, mais ça paraît complètement contre-intuitif quand on voit ces étudiants qui galèrent, les 500 dossiers qui sont déposés pour une offre d'appartement. On investit énormément et de plus en plus, et donc on en produit, mais malheureusement, nos efforts qui augmentent énormément, hein. D'ailleurs il y en a beaucoup qui nous critiquent, qui disent qu'on investit trop pour le logement social, mais c'est insuffisant par rapport à la demande. Pourquoi? C'est parce que c'est le marché privé qui ne se régule plus et de moins en moins, parce qu'on a eu tout un tas d'appartements qui ont été occupés par du meublé touristique illégaux. On a gagné une bataille législative, donc ça, je dirais, c'est bon. Il y a 25 000 meublés touristiques illégaux qui vont redevenir du logement pérenne. Mais on n'en voit pas encore tout à fait les effets. Mais on voit, là, ça commence à baisser. Depuis le vote de la loi, on a mis 10 ans à faire voter cette loi. Donc ça a été une longue bataille. Là, c'est bon. Mais le vrai sujet, c'est 25 000 meublés qui vont revenir dans le logement longue durée. Mais le vrai problème, c'est les 300 000. Donc c'est beaucoup plus que 25 000. 300 000, c'est 300 000 logements vacants et résidences secondaires. Et ça, ce nombre, il augmente de 7 000 par an depuis 15 ans. Et donc, en gros, on a 20% des appartements de Paris et donc près de 30% des appartements du privé qui ne sont pas habités. Et ça, comment est-ce qu'on l'explique, Alain Gollon?
Le problème, il y a déjà la cause première, c'est-à-dire qu'on parle de 3 millions d'étudiants à peu près chaque année, dont 25% rien que sur l'Île-de-France. Donc c'est une masse énorme. Donc, Paris concentre une masse importante d'étudiants. L'Île-de-France et Paris notamment concentrent un quart des étudiants qu'il faut loger. 60% de ces étudiants ne logent pas ni chez les parents, ni dans une maison familiale, ou ni chez des amis, donc doivent trouver un logement, soit dans le parc social, c'est le Crous ou le logement social, très peu, mais c'est marginal, ou alors essentiellement, bien entendu, dans le parc privé. Mais il y a trois causes à tout ça, j'oserais dire. La première cause, effectivement, c'est le manque considérable de logements sociaux en général. Et de donc ça, c'est étudiants. une question de volume ? Quand vous voyez que le Crous a à peu près en France 175 000 logements, dont 25 000 à peu près à Paris, comme ça a été dit, pour l'Île-de-France, il y a à peu près 1 million d'étudiants potentiels. Vous voyez tout de suite la marge considérable à atteindre. Si vous comptez toutes les résidences privées occupées qui sont par le parc privé, on est à 145 000 logements, ce qui est encore très très peu. Donc il y a une pénurie de logements pour loger l'ensemble de cette population. Ensuite, il y a le revenu. Il y a le revenu des étudiants. Je pense que les étudiants eux-mêmes pourront mieux en parler que moi, mais ça vaut aussi pour toute la population en général. Il y a un manque considérable de revenus, il y a une baisse du pouvoir d'achat, le prix, la valeur du salaire baisse considérablement au regard de... Tandis que les loyers, eux, augmentent. Alors que les loyers augmentent, puisque dans le parc social, c'était 3,20. Et d'après, effectivement, le coût de la vie étudiant qui vient de sortir l'UNEF, on est à peu près à 2,70, 2,75 d'augmentation dans le parc privé. Donc, il y a un manque criant aussi de revenus suffisants. Et la troisième cause, c'est la cherté des loyers. Tout simplement. Quand vous voyez que dans le parc privé, on tourne à 827 euros, à 857 euros, pardon, et que dans le parc social, on tourne à 421 de moyenne, puisqu'effectivement, après, on pourrait sortir des aberrations de ce qu'on peut vivre, nous, au quotidien, quand on reçoit des étudiants dans nos permanences. Et pourtant, il y a toujours ce principe d'encadrement des loyers. Sur Paris. Sur Paris seulement, pas sur l'Île-de-France. Sur l'Île-de-France, notamment dans le Val-de-Marne, puisque je suis président de la CNL du Val-de-Marne, l'encadrement des loyers a été retoqué déjà 2 fois par le gouvernement, alors que c'est une demande pressante, effectivement, de l'ensemble des villes. Donc il y a un problème, bien entendu, de prix, de revenus et de logements qui sont... Et de volume de logements et de volumes essentiellement qui sont manquants. Paul Schneider, vous parlez avec beaucoup d'étudiants qui rencontrent ces problématiques. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Là, on vient de dresser un état de la situation, finalement, du logement à Paris et en Île-de-France. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez aussi ? Alors, absolument. Surtout à cette période de l'année qui est vraiment la période de la reprise scolaire. Et effectivement, toutes ces dernières semaines, ces derniers mois même, ont été un objet pour beaucoup de familles et d'étudiants d'angoisse liée à la recherche d'un logement et au fait de pouvoir trouver un lieu à proximité de son activité universitaire pour chaque étudiant. Et donc, effectivement, il y a un grand sujet, un grand enjeu pour beaucoup d'étudiants et notamment une grande partie d'entre eux qui ne sont pas éligibles aux logements sociaux pour les étudiants. C'est vrai que c'est un sujet, on parle souvent des logements sociaux, on en a beaucoup parlé jusque-là pour les étudiants, les logements sociaux sur les campus. Qui rentrent dans ces critères sociaux. Il y a tout un panel d'étudiants qui ne sont pas éligibles, ils sont très nombreux aux logements sociaux pour les étudiants. De fait, c'est un enjeu majeur pour eux puisque les familles elles-mêmes ne sont pas nécessairement en capacité de pouvoir apporter le soutien financier pour se loger à proximité des universités. Au point que, pour vous dire, avec Colombage, on est en lien avec pas mal d'établissements universitaires, et notamment des classes préparatoires comme Henri IV, Louis le Grand, etc., qui nous disent, ce qui est très triste, c'est qu'on a des profils tout à fait brillants d'étudiants qui viennent de province, qui ne sont pas éligibles aux logements sociaux sur Paris, et qui se retrouvent au moment de finalement renoncer à une scolarité en classe préparatoire pour des questions purement financières. Et ça, c'est terrible, Jacques. Et pas seulement en classe préparatoire. Il y a des dizaines de milliers de jeunes étudiants chaque année qui doivent renoncer à l'étude. Et c'est un drame social. 17%. Ils étaient 17% en mai 2023 selon un sondage Opinionway. C'est un drame total et terrible que sont en train de vivre des dizaines de milliers d'étudiants. Espérons pas, mais peut-être des centaines de milliers. Mais le vrai problème, c'est acceptable en France en 2025 ? C'est totalement inacceptable. Et nous, on voit bien, je vous ai dit qu'en termes de budget, nos capacités en termes de collectivité, c'est de créer du logement social. C'est ça qu'on peut faire, qu'on a le droit. Et le sujet, c'est la régulation du parc privé.
Et donc, quand je vous disais les résidences secondaires, en gros, les 300 000 résidences secondaires de logements vacants, il y en a 300 000 en plus, et dans le même temps, le nombre de logements locatifs dans le privé a baissé en 30 ans de 300 000. Donc, en gros, c'est des vases communicants. Donc, les logements qui sont des résidences secondaires où personne n'habite, et dans certains quartiers, c'est plus de la moitié des logements où il n'y a personne, fait qu'il n'y a plus d'offres locatives privées. Après, il y a la question du prix, de l'encadrement des loyers, de son respect, qui est un vrai sujet aussi. Mais le problème numéro un, si on veut résoudre la crise aujourd'hui, qui est terrible et qui s'accroît, eh bien, il faut absolument réguler ce parc privé, et c'est pour ça que je porte depuis des années la proposition d'augmenter la fiscalité sur les résidences secondaires. On a obtenu, d'ailleurs, c'est un bouquin qu'on avait écrit, alors c'est 2 élus communistes, avec Yann Brossard, on avait écrit un bouquin qui a débouché il y a 12 ans sur la création d'une taxe. On se bat depuis 10 ans pour l'augmenter, et d'ailleurs, on a le soutien d'élus et de parlementaires. Est-ce que vous avez mesuré les effets ? Pour l'instant, un certain nombre d'acteurs nous disent si on n'avait pas créé cette taxe, on aurait peut-être encore 30 ou 50 000 logements de moins. Mais en tout cas, si on acceptait d'augmenter la taxe au même niveau que les pays qui ont réussi à le faire, où ça marche, comme le Canada, la Belgique, enfin, il y a des pays qui l'ont fait et ça marche. Et qui sont pas des pays... cette piste, pour l'instant, est non envisagée. Pour l'instant, moi, il y a quand même les parlementaires communistes, socialistes, écologistes, insoumis, centristes, LR, qui ont déposé les mêmes amendements au dernier budget. Donc les sénateurs LR ont déposé les mêmes amendements que les sénateurs communistes. Donc les élus LR de Nice, Biarritz ou autres, ils ont le même problème qu'à Paris. C'est exactement pour les mêmes raisons. Avec une disponibilité finalement du volume de en gros, tous les élus locaux, y compris les parlementaires, on a des solutions proposées, et c'est le gouvernement qui nous a retoqué, ce qui était vraiment une erreur stupide. Et on espérait que là, cette fois-ci, au mois de novembre, et j'ai rencontré un certain nombre de ministres qui m'ont dit, on a compris qu'en gros, vous aviez raison, et en plus, ça leur coûte rien. Et vu la situation, c'est mal embarqué. Et vu la situation, ça se trouve, on n'aura plus les ministres avec lesquels j'ai parlé, ils ne seront peut-être plus là dans 15 jours. Plus ministres dans 15 jours. C'est compliqué. Paul Schneider, vous avez dit quelque chose que je trouve très intéressant. Vous avez dit, les étudiants essayent de trouver un logement à proximité, en tout cas à une distance acceptable du lieu de leurs études. On le voit, 32% des étudiants de Paris habitent maintenant en petite couronne et 18% en grande couronne. Il y a énormément d'étudiants qui se rabattent notamment sur la Seine-Saint-Denis parce que c'est un peu moins cher et donc parce que c'est plus abordable pour eux. Et on le voit, il y a des conséquences directes sur leurs études, pour certains des temps de trajet qui sont très longs, pour d'autres un petit boulot qu'on est obligé de prendre à côté pour financer même ce logement qu'on a choisi en petite ou en grande couronne, et puis pour d'autres des conséquences encore plus importantes. Vous avez dit tout à l'heure, certains abandonnent, d'autres choisissent d'autres filières. Vous êtes confronté aussi à cette réalité ? C'est une réalité qui est triviale et qui malheureusement touche de plus en plus de monde. On parlait du fait qu'il faille aujourd'hui construire davantage de logements pour les étudiants. Je pense qu'il y a une piste aussi qu'il faut quand même largement mettre sous la lumière, c'est la question de l'optimisation du bâti. Il y a beaucoup de logements qui ne sont pas occupés. L'optimisation du bâti, c'est notamment la possibilité, et c'est là-dessus que nous, justement, Écolombage, on agit, c'est proposer, avoir une solution optimale pour des foyers qui en ont la capacité, qui ont par exemple une chambre inoccupée à domicile, de pouvoir accueillir chez eux un jeune, une étudiante, un étudiant de confiance, ou même un jeune actif, ça peut arriver aussi, qui est en recherche d'un logement à proximité de son lieu d'activité, de telle sorte que finalement ça puisse optimiser un logement qui initialement était prévu peut-être pour une personne ou deux, et qui finalement permet d'accueillir quelqu'un d'autre, aussi d'apporter quelque chose de l'ordre d'un revenu complémentaire pour des personnes retraitées en particulier, puisque c'est surtout avec ces personnes-là que... Oui, on est clairement dans le cadre d'une colocation intergénérationnelle. Absolument ça. En fait, la colocation intergénérationnelle, aujourd'hui, je me permets de m'immiscer sur ce sujet-là, puisque c'est là-dessus que je suis un peu plus spécialisé, on va dire. C'est une solution qui, à mon avis, et qui se constate d'ailleurs tous les jours, a vocation à répondre à des besoins qui sont ces besoins-là spécifiquement. En l'occurrence, le fait que, par exemple, on a une très grande partie de la population qui a 60 ans et plus, qui est propriétaire, voire multipropriétaire de logements, qui sont souvent beaucoup plus grands que ce qu'il faut pour une seule personne, et qui, en particulier, ont aussi des difficultés souvent, malheureusement, de compléments de retraite à pourvoir, parce que leurs retraites sont trop petites, on a souvent raboté les retraites. Donc c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant. Ils accueillent un jeune et qui leur permet de louer pour un prix moindre et beaucoup plus abordable une chambre chez eux. C'est-à-dire
à Paris, pour ceux qui nous écoutent, la colocation intergénérationnelle dans un quartier de Paris, un quartier du centre parisien, à proximité d'une université. Venons-en au fait. On va dire que, ce sont les chiffres. Un studio en moyenne à Paris, 25 mètres carrés, c'est 1 000 € par mois. Il faut compter au minimum. Voilà, environ, c'est quelque chose de l'ordre de 1 000 € par mois à Paris pour un étudiant. Nous, ce qu'on a, c'est des grands logements, souvent des appartements qui vont être bien au-delà de 25 mètres carrés, qui sont souvent du coup beaucoup plus agréables à vivre, qui sont partagés de fait, certes, une personne âgée qui accueille chez elle, par exemple, une étudiante. On a des cas comme ça à côté de Assas, j'en ai plein en tête qui me viennent à l'esprit. Une dame qui a 75 ans, qui a un 4 pièces, qui est toute seule chez elle et qui accueille une étudiante en droit et qui paye cette étudiante-là typiquement quelque chose comme 500 à 600 € par mois. Et pour la personne âgée, c'est surtout un moyen pour elle de pallier une forme de solitude, générer des revenus complémentaires, et pour la jeune, avoir aussi un lien et se permettre... Oui, parce que pour certains étudiants, c'est aussi pas évident d'arriver dans une nouvelle ville Absolument. où on ne connaît personne et avoir en plus rencontré ces problématiques qu'on vient de citer sur le logement. Alain Gollon, est-ce que c'est une partie de la solution ? Quand vous parliez tout à l'heure des étudiants qui ont tendance maintenant à venir dans la petite ou la grande couronne, j'ai lu ce matin un article, alors je ne sais plus dans quel journal, d'un étudiant qui expliquait qu'il retournait chez ses parents à Laval et qui préférait faire l'aller-retour quotidiennement Laval-Paris que d'essayer de trouver en vain un logement sur Paris ou de se retrouver en petite ou grande couronne pour avoir autant de temps de trajet. Et ça montre à quel point la pénurie de logement, la pénurie de solutions est réelle et montre bien combien des étudiants peuvent soit sacrifier certaines choses, soit carrément sacrifier leurs études, puisqu'on a de nombreux étudiants qui, à un moment donné, au cours de l'année, parce qu'ils sont obligés de travailler, puisqu'ils ont les trajets, n'en peuvent plus et abandonnent. La première chose qu'ils abandonnent, c'est les études. Après, pour en arriver effectivement à l'idée de la cogénération, de l'intergénérationnel, c'est une solution, ce n'est pas la solution. Bien entendu, ça ne peut pas être la seule solution, c'est ça. C'est pas la seule solution. Il faut réfléchir à des solutions multiples. Ça peut pas convenir. Mais quand on parle d'urgence, on parle de crise du logement, on voit là cette situation. Je disais tout à l'heure, c'est le pic de la galère étudiante. C'est vrai, ça peut être une solution aussi même pour une année pour certains étudiants. Mais c'est une solution qui ne résoudra pas la crise et qui ne résoudra pas l'urgence. Je ne sais pas combien ça peut actuellement, combien sont dans ce système-là, mais je pense que ça reste une minorité par rapport à l'ensemble des étudiants. Malheureusement, c'est pas assez démocratisé comme concept. Ça gagne à se faire connaître, mais pas encore suffisamment. Mais ça reste minoritaire par rapport. Mais c'est une solution, c'est très bien que cette solution se développe parce que ça permet de résoudre des problèmes pour tout un tas de gens. Donc c'est très bien, voilà. Mais après, comme dit M. Gollon, c'est pas avec ça qu'on résoudra le problème des millions d'étudiants qu'on doit loger. Donc le vrai sujet, l'optimisation du bâti, ça peut être la collaboration. C'est une partie de la solution. La première optimisation, c'est les logements vides. Voilà, c'est quand je vous dis 300 000 logements et résidences secondaires, le sujet, c'est de réguler ça. Je pense que si notre amendement déposé du communiste au LR, c'est les communistes qui l'avaient proposé, mais les LR ont repris le même, donc on les a convaincus. L'amendement dont vous nous parlez tout à l'heure. En gros, qui avait été voté au Sénat avec 99% des sénateurs, s'il était passé, je vous dis, en un an, on libérait 100 000 logements sur le marché locatif privé. On aurait résolu le problème de centaines de milliers de personnes, avec un amendement qui ne coûte rien, coût zéro. Donc ça, c'est la première. Et on va bien finir par avoir un autre gouvernement. Donc on va y retourner avec tous les députés, sénateurs de toute obédience hors RN. Je ne parle pas au RN, mais tous les autres, y compris jusqu'au LR, on leur parle. On va y arriver ensemble et on est motivés. Et après, il y a le sujet de la création de logements sociaux étudiants. Et je dois dire qu'en Ile-de-France, il y a actuellement une réalité, c'est qu'il y a eu une surproduction de bureaux pendant une vingtaine d'années. Donc on a aussi eu un problème avec la crise du Covid et les conséquences de la crise du Covid par rapport à ce qui a été construit. La surproduction de bureaux. Invité Marine Duros, qui a fait un très bon bouquin sur l'immobilier hors sol, il y a eu hors Covid une surproduction pour tout un tas de raisons, ce qui fait qu'on va se retrouver avec 10 millions de mètres carrés de bureaux vides, dont la moitié peuvent être transformés en logements. Et ce qui convient le mieux, c'est le logement étudiant. Donc en gros, on a potentiellement 5 millions de mètres carrés, 170 000 logements étudiants sociaux à créer, si on crée le cadre fiscal et de transformation. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 10 ans. Je pose la question de l'échéance. Ça prendra par chantier 3-5 ans, mais en tout cas, à terme, en gros, M. Gollon nous disait, il y a 170 000 logements sociaux étudiants dans toute la France. Rien qu'avec les bureaux vides en Ile-de-France, on pourrait doubler le nombre de logements sociaux de toute la France. Et ça,
cet énorme parc d'immeubles de bureaux vides qui serait très bien adapté à créer du logement social étudiant, c'était pas le cas il y a 10 ans, c'était pas le cas il y a 5 ans. C'est maintenant que ça arrive. Et là, il y a un certain nombre de rapports qui sont faits. Alors, il y a tout un tas de mécaniques immobilières, institutionnelles à mettre en œuvre. Mais en gros, ça, c'est la première décision, c'est optimiser, arrêter avec cette inflation des logements vides et résidences secondaires, financer plus le logement social. Nous, on le fait à Paris, mais si l'État nous aidait, ce serait mieux. L'État, il ne fait pas grand-chose. Et puis, il y a la régulation du parc du bureau vide. Et ça, c'est un énorme réservoir qui pourrait nous faire plus de 100 000 logements sociaux étudiants en Ile-de-France. Ça ferait 3 fois plus, 4 fois plus qu'il y en a aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Comme on disait tout à l'heure, les solutions comme celle qui est proposée, c'est des solutions, j'ose dire, à court terme, qui peuvent résoudre le problème de certains étudiants, non, mais qui existera pendant des années, mais qui est une solution, effectivement, qui permet rapidement à certains étudiants de pouvoir profiter d'avoir un logement. Après, il y a des solutions à moyen et long terme. Jacques Baudrier l'a dit, il y a effectivement les logements vacants, les bureaux vides. Et puis, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que Paris le montre bien, c'est-à-dire qu'on reporte sur les collectivités locales l'ensemble de la problématique du logement en général et du logement étudiant, avec certaines municipalités qui peuvent se donner les moyens, mais d'autres qui ne peuvent pas du tout avoir les moyens. Et à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une volonté politique forte au niveau national pour dire le logement étudiant doit être une cause nationale à un moment donné. Je rappelle que le président Macron, pendant son premier mandat, avait promis 60 000 logements étudiants en 5 ans. À peine 10% sont sortis de terre et encore. C'est dire qu'il y a des annonces, il y a des effets d'annonce, mais il n'y a pas de réalisation sur le terrain, malgré effectivement les crises qui peuvent nous succéder. Donc à un moment donné, certes, les collectivités locales peuvent participer, mais il va falloir qu'il y ait une volonté réelle derrière pour mettre en place une politique pour les étudiants et pour le logement étudiant. Et de mettre aussi en place, excusez-moi, parce que j'y pense là, aussi des aides comme la Visale, parce qu'on parle on parle des étudiants, on parle des problématiques d'étudiants, mais allez, soyons un peu à la SNL, on se met toujours à la place du locataire, mais là je vais me mettre à la place du propriétaire. Un petit propriétaire qui hésite, parce qu'un étudiant, c'est une personne précaire, c'est une personne avec qui on peut avoir un doute sur est-ce qu'il peut payer ou pas payer le loyer. Il y a des moyens de sécuriser le parcours locatif de l'étudiant, ne serait-ce que la Visale. Donc il faut sécuriser les propriétaires pour mais il y a des moyens pour sécuriser. Plus de logements aussi soient peut-être mis en location. On peut sécuriser le parcours locatif qui est gagnant-gagnant autant pour le locataire que pour le propriétaire. Mais ça, encore une fois, il y a un manque de transparence, il y a un manque d'information. Et je pense que pour le coup, des structures comme Colombage pourraient aussi participer à ça. C'est de démocratiser les aides qui peuvent aider à l'accès et au maintien dans le logement. Alors justement, si on parle des aides, c'est intéressant de s'arrêter sur les bourses des étudiants ainsi que sur les APL. Là encore, ça fait du mal aux étudiants pour lesquels le coût de la vie a augmenté, plus 4,12% cette année. Ça fait 800 € de plus pour les étudiants chaque année. C'est une somme très importante et qui se répercute directement aussi sur leur accès au logement. Il faut qu'on fasse plus d'efforts pour soutenir, pour aider les étudiants dans la période qu'on connaît. Évidemment, alors, la première chose, c'est leur premier poste de dépense, près de la moitié, c'est le logement. C'est le logement. Donc voilà, c'est taxer les résidences secondaires, nous financer plus de logements socio-étudiants. Je le disais, il y a eu des annonces du gouvernement, mais il y a zéro budget. Le budget est égal à zéro. Il y a le Fonds national d'aide à la pierre pour tous les logements sociaux de France, y compris les logements socio-étudiants, 400 millions par an. C'est moins que le budget de la ville de Paris. Mais pardon, mais s'il n'y a pas le volume d'appartements disponibles, c'est trop cher, il faut au moins que les étudiants qui en ont besoin puissent toucher des APL. Bien sûr, mais quand on crée en tout cas, la première chose à faire, c'est déjà créer du logement social étudiant. Parce que même si on fait les APL, nous, notre problème, c'est qu'il y a de moins en moins d'appartements à louer, parce qu'il y a de plus en plus de résidences secondaires. Donc, les gens n'ont pas de logement du tout, et ils ne peuvent pas toucher d'APL. Mais Paul Schneider rappelait tout à l'heure que beaucoup d'étudiants ne sont pas éligibles. Alors si, non, ils ne sont pas éligibles parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux. Ah, donc si demain il y a un volume plus important de logements sociaux, on changerait les critères ? Mais oui, et les conditions d'accès s'adaptent à la pénurie. Comme il y a, en gros, on donne des logements sociaux qu'aux boursiers, parce qu'il y en a beaucoup moins déjà que de demandes de boursiers. Mais si on transforme, si nous, on continue à produire le logement social étudiant, on espère bien à 1000 par an, on va arriver à en faire de plus en plus à Paris. Si on arrive à transformer des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux, si un gouvernement futur arrive donc ce volume supplémentaire pourra concerner donc plus d'étudiants boursiers. Évidemment, et au-delà des boursiers. Notre but à Paris, c'est qu'on puisse répondre à toutes les demandes. Aujourd'hui, c'est le Crous qui fait les affectations, ça dépend de l'État. Ils gèrent la pénurie, c'est pas de leur faute. Donc ils donnent aux plus pauvres, donc aux boursiers, à une partie des boursiers. C'est parce qu'il n'y en a pas assez, c'est tout. J'aurais eu tendance à dire que
au-delà de ce côté où il faut apporter des aides, faire du logement subventionné, etc., les mesures incitatives sont souvent sous-estimées. Et l'idée de pouvoir apporter un avantage fiscal sur la mise en disponibilité d'un logement qu'on peut avoir à la maison, une chambre par exemple disponible à la maison qu'un propriétaire peut avoir chez lui à Paris et qui n'est pas exploitée et qui pourrait finalement rendre service à des étudiants, si cette chambre-là, elle fait l'objet, quand elle est mise en location, d'une fiscalité qui n'est pas avantageuse, les propriétaires ne vont pas s'embêter avec ça. Alors que, évidemment, si on met en place des mesures qui peuvent être incitatives, une suspension, ou en tout cas voilà, une mesure qui permettrait vraiment à des étudiants de pouvoir se loger à moindre prix, bien sûr, par rapport au marché locatif traditionnel, eh bien effectivement, je pense que énormément, et pour en discuter avec énormément de propriétaires, c'est une mesure qui, à mon sens, pourrait toucher la sensibilité de beaucoup de gens. En tout cas, nous, notre priorité, ça sera toujours d'aider d'abord le locataire, les étudiants. Nous, on est favorable au Parti communiste à un revenu étudiant, voilà, pour qu'ils aient déjà les moyens de vivre. Parce que, comme vous le disiez, il y a un problème de revenus terrible. Après, moi, je ne suis pas un fan des aides fiscales aux propriétaires. Dans le cas de ce que... Cette solution ne peut pas marcher si on n'aide pas les propriétaires aussi. Dans le cas de ce que vous dites sur la colocation internationale, je dirais pourquoi pas. Je dirais, là, donc il n'y a aucune sortie de trésorerie pour l'État. C'est vraiment simplement une mesure qui permettrait... incitative, c'est simplement ça. Non, mais c'est pour ça, et ça aura un impact financier d'ailleurs modéré, et ça enlève pas de recettes. Donc, dans le cas, moi, le principe de l'aide, de la baisse d'impôts pour les propriétaires, a priori, n'est plutôt contre, mais dans le cas précis suggéré par monsieur, c'est effectivement, ça n'implique pas de baisse de recettes, donc moi, je n'y serais pas défavorable. Une réaction aussi sur ce que ça implique du côté des agences immobilières qui sont débordées avec des dossiers qui pleuvent et qui arrivent par centaines dans les boîtes mail des agents immobiliers et certains métiers qui en découlent, qui naissent presque de cette galère étudiante. Ces chasseurs d'appartements qui, moyennant des sommes allant de 1 000 à 2 000 euros, propose aux parents de les délivrer de cette galère et de trouver un logement à leur enfant. Là encore, il y a eu un exemple ce matin que j'ai lu dans le journal d'une étudiante qui a pratiquement payé la caution d'un appartement qu'elle n'avait jamais vu. Via un pseudo-chasseur d'appartements qui s'est révélé être un escroc. Donc il faut être très méfiant vis-à-vis de ce genre de choses. Il faut vraiment encadrer la pratique parce qu'elle manque encore de transparence, que ce soit les agences ou les petites agences de soi-disant listes d'appartements. Donc c'est pas parce que c'est une situation de crise et qu'on s'inquiète pour son étudiant qui a sa rentrée qui approche qu'il faut faire n'importe quoi. C'est pas parce que c'est une situation de crise qu'il faut que des gens en profitent de la misère et de la fragilité. On se met à la place des parents qui ont un étudiant qui doit rentrer en première année dans quelques jours, pour certains quelques semaines, et qui n'ont pas de logement. Et on imagine la situation de crise que ça peut générer. Et donc derrière, évidemment, la sollicitation de chasseurs d'appart. Mais comme le disait Jacques Baudrier, c'est avant tout une crise sociale. C'est-à-dire que ça impacte considérablement des familles entières qui se demandent comment ils vont pouvoir faire, bien entendu, et de trouver, et de payer, et de pouvoir subvenir pendant plusieurs années, puisqu'on est parti sur plusieurs années, c'est pas qu'une seule année, comment on va pouvoir subvenir à ce problème-là. Et c'est loin d'être idéal en ce moment. Paul Schneider, est-ce qu'il reste des appartements vacants, des chambres vacantes dans les appartements que vous proposez avec Colombage, ou est-ce qu'ils sont tous pourvus pour cette rentrée? Alors, il en reste encore assez peu, malheureusement pour ceux qui sont encore en recherche, de fait, parce qu'effectivement, ce sont des solutions qui sont très vite sollicitées, et on va dire qu'une fois que l'étudiant a fini son cycle d'études, la chambre est remise en disponibilité, et aussitôt, elle est souvent prise. En tout cas, c'est le cas dans la zone francilienne, on va dire. Dans les parties plus provinciales, c'est un petit peu moins... Mais la tension est réelle à Paris en Ile-de-France, et vous la constatez aussi sur la colocation intergénérationnelle. Et nous, ça sera le mot de la fin. Je veux donner un message, parce que les 300 000 logements vacants en résidence secondaire, ils existent, il y a des propriétaires de ces logements. Donc on veut dire, la ville de Paris offre à ses propriétaires un service, louer solidaire et service, vous nous confiez notre appartement, on vous garantit un loyer payé. Un loyer assez faible. Un loyer pas loin du prix du marché, mais on vous garantit le paiement, on vous refait tout à neuf et vous reprenez votre logement quand vous voulez, une garantie totale de paiement et de refaire le logement totalement à neuf. Donc quand même, c'est des garanties extrêmement fortes
importe. Et aujourd'hui, ces propriétaires, parce que beaucoup de résidences secondaires, les gens n'y viennent jamais ou une semaine par an. Ils peuvent gagner de l'argent de façon absolument certaine sans avoir rien à faire. Et c'est la ville de Paris qui le garantit. Donc vous pouvez aller sur le site de la ville de Paris, louer solidaire et sans risque. Vous pouvez aussi aller sur solidaire et sans risque. Sur Colombage, c'est à peu près pareil. En gros, vous pouvez aller sur Colombage, sur le solidaire et sans risque. Mais en tout cas, louez vos appartements. Absolument. Faites des heureux. Il y a plein ces étudiants qui sont en galère à quelques jours ces de jeunes la actifs. rentrée. Il y a plein de gens en galère. Franchement, on vous offre les uns et les autres, allez à la CNL pour vous faire conseiller. Ça ressemble au marché, là, tout à coup. Mais en gros, vous avez plein de gens sympathiques autour de ce plateau pour vous aider. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois et merci de nous avoir aidés à mieux comprendre ce sujet du logement étudiant à quelques jours de la rentrée. On croise les doigts pour ceux qui n'ont pas encore réussi à trouver de logement et on passe tout de suite à l'entretien culture. Depuis 2019, le musée Marmottan propose des dialogues inattendus, des conversations entre des artistes contemporains et les collections du musée. Pour la 9e édition, le musée Marmottan accueille Françoise Petrovitch et ses soleils pour une discussion poétique avec les roses trémières de Berthe Morisot. Des parallèles et des contrastes autour de thématiques que sont la vie, l'enfance, l'intime. Et on a la chance de pouvoir en parler avec l'artiste elle-même, Françoise Petrovitch. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. On va parler de vous avant de parler de ces dialogues, si vous le voulez bien. Vous vous êtes démarqué par cet amour du dessin. Et puis vous vous êtes spécialisé sur le grand format, le travail au lavis, à la peinture à l'huile. Vous aimez travailler toutes les matières, la céramique, le verre. Vous êtes curieuse. Vous aimez finalement explorer. Ah bah oui, bien sûr. Le travail d'artiste, c'est d'être dans l'exploration et dans l'aventure. On ne sait jamais ce qui va advenir. Et c'est ça qui vous anime dans votre, votre art au quotidien? Oui, ça fait partie, grandement. Parmi ce qui vous anime aussi, il y a des thématiques qui reviennent assez fréquemment dans votre travail. Vous aimez questionner, par exemple, le rapport à l'intime, la disparition, le double, l'adolescence. C'est des thèmes qui vous tiennent à cœur, qui vous ont toujours tenu à cœur? Bah oui, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, en tout cas qui a toujours été dans les œuvres, alors plus ou moins consciemment au début, et puis on voit que ça s'affirme et que oui, le travail sur l'adolescence. Alors là, pour Marmottan, c'est un peu différent puisque ce sont des grandes fleurs. On va évidemment y revenir et en parler longuement. Vous aimez aussi représenter les animaux. Le bestiaire a été présent dans vos œuvres. Qu'en est-il des fleurs? Je crois qu'il y a eu un travail sur l'herbier aussi, avant justement de travailler sur ce dialogue avec Berthe Morisot. Oui, j'avais travaillé à partir de fleurs un peu quelconques que je trouvais, et puis c'était comme des petits moteurs. Par exemple, un pétale me permettait d'être un parapluie pour une figure. Enfin bon, je m'amusais avec ça beaucoup. Alors, il y a 30 ans, ces dessins, il y a 30 ans. Et chez vous cultivez aussi votre jardin, sans mauvais jeu de mots. J'ai un jardin. Et de cette créativité, de cette essence qui est la vôtre, quand on vous a proposé ces discussions, ce dialogue inattendu, il vous a fallu choisir une œuvre au musée Marmottan. Oui. Et vous avez choisi Berthe Morisot. Est-ce que c'était un choix évident? Je ne crois pas. Alors, bon, le musée Marmottan, on le connaît pour son Impression Soleil Levant, la grosse collection de Monet. Monet est un peu la figure forte. Mais le musée Marmottan a aussi la plus grosse collection des œuvres de Berthe Morisot. Donc j'avais quand même vu, j'avais été accompagnée pour la visite du musée, je le connaissais depuis longtemps. Et puis j'avais vu aussi les photos de Berthe Morisot, de sa fille. Elles m'ont beaucoup émue. Et je me suis dit que j'allais travailler à partir d'une figure de femme, d'une femme artiste. Et donc j'ai choisi Berthe Morisot. Et j'ai choisi un tableau, Les Roses Trémières, qui est un tableau qui est assez peu connu, et qui est un espèce de jardin comme ça, où on voit, c'est ni un jardin, ni un champ, on a une moitié de chaise, une moitié d'arrosoir. Il y a des choses qu'on devine, finalement, voilà, plus qu'on ne les voit. Exactement, c'est un petit peu indécis. Est-ce que vous diriez que ce tableau vous a plu d'emblée ou qu'il vous a plutôt interrogé? Les deux. En réalité, quand je l'ai vu, il m'a plu, mais en même temps, il m'a interrogé. Ce n'était pas une évidence. Donc je me suis dit que c'était Et quand vous le revoyez aujourd'hui, on va évidemment le passer pour que vous puissiez le revoir. Est-ce qu'il vous évoque la même émotion qu'au début, ou est-ce qu'après l'avoir digéré, l'avoir travaillé, l'avoir rencontré, vous le voyez maintenant différemment? Surtout, ce qui est intéressant, c'est quand on le voit isolé. Vous voyez, quand on choisit un tableau, c'était dans l'exposition Berthe Morisot et le XVIIIe siècle, donc il est dans une chronologie, c'est complètement différent. Mais quand vous isolez une œuvre, tout d'un coup, vous la voyez beaucoup mieux, et puis elle résonne après avec les dessins. Évidemment, il y a la question de l'échelle aussi, c'est-à-dire qu'on la place... Donc vous apprenez à la regarder différemment, comme un objet singulier. Complètement.
Alors comment est-ce que vous êtes parti de cette rencontre avec Berthe Morisot pour avoir ensuite, vous, construit cette collection, cette série de tournesols, cette série Soleil? Alors, moi, je me suis dit, tiens, ce tableau, finalement, tournons la tête et qu'est-ce qu'il y a? Il pourrait y avoir un champ de tournesol autour de ce jardin qui est finalement bord limite d'un champ. Vous voyez, c'est pas un jardin très fermé, c'est pas clos, ça déborde Vous sur aimez ces décors à peine esquissés, finalement, qu'on devine, où tout est possible? Il y a des possibles. Et du coup, j'avais déjà travaillé le tournesol qui est presque une fleur portrait. C'est comme un grand portrait, vous voyez, ces grands personnages. Ça vous fait penser à un être humain? Complètement, ouais. Puis d'abord, le tournesol, c'est une fleur qui est quand même un peu particulière, qui est très graphique, qui est très solide. Elle tourne avec le soleil, avec la lumière. Je vous demande pas si vous êtes allé dans un champ de tournesol. Si, j'y suis allée. La photo, ouais, j'y suis allée parce que... C'est la photo qui, aujourd'hui, permet d'illustrer cette exposition, qui est une photo absolument magnifique, où on vous voit dans ce champ de tournesol. J'ai aimé, finalement, appréhender de manière presque physique cette fleur. Et quand vous êtes au milieu du champ, franchement, vous avez l'impression que beaucoup de gens vous regardent. Il y a un côté très foule. C'est-à-dire, c'est presque humanisé. Ce sont des têtes, elles se tournent. Enfin, elles ne se tournent pas sur nous, mais en tout cas, on sent une présence très forte. Vous êtes senti entouré. Voilà. Ce n'est pas des bouquets, c'est vraiment une fleur et une fleur. Et c'est ce que vous avez décidé de représenter. Oui. Ces fleurs uniques, debout, pour certaines à différents âges de la vie. Est-ce que c'est vrai? Moi, je vois une évolution. Alors, dans l'accrochage, il n'y a pas vraiment une évolution. Oui, c'est pas linéaire. Justement, j'allais vous demander comment vous avez sélectionné cet accrochage. C'est pas linéaire, mais je l'ai voulu un petit peu avec une rythmique. Il y a des choses qui sont en train de se faner. Il y a l'idée un peu du pourrissement du moment de la vie aussi qui s'éteint. Et puis, il y a des moments, au contraire, où le jaune est très, très fort. C'est une salle à Marmottan qui est... on descend pour aller dans cet espace. Il n'y a pas de lumière du jour. Et donc, vous avez voulu apporter aussi cette lumière, j'imagine? Oui, complètement. J'ai vraiment voulu qu'il y ait un effet un peu radical. C'est-à-dire, c'est un sujet traité avec différentes variations, mais c'est une chose. Et puis, il y a le plaisir du dessin en grand, parce que ce sont des très grands dessins. Donc, il y a le plaisir de la couleur. Je parlais de votre amour pour le grand format. Oui. Au début, vous avez pu retrouver ce plaisir. Oui, ça c'est des grands formats. Dans la réalisation. Vous les voyez, il faut 1m60, donc on est quand même plongé dedans. Et puis c'est comme un théâtre un petit peu, parce que j'ai mis des bancs, des frères Bouroulec d'ailleurs. Ils sont magnifiques ces bancs. Et puis ils nous font penser aussi à l'univers du jardin. Exactement. Tout à l'heure, on parlait de ce jardin qui n'a pas forcément de bordure, pas forcément de frontières. C'est des bancs extérieurs. D'avoir positionné des bancs extérieurs. Et je voulais finalement avoir l'idée d'un peu comme un théâtre de marionnettes avec ces personnages qui apparaissent. Oui, comme lui, là, on dirait un guitariste. Oui, tout à fait. Alors justement, je vous demandais tout à l'heure pour l'accrochage. Oui. Et l'histoire que vous avez souhaité raconter, vous n'avez pas choisi une histoire linéaire, ça aurait pu être de manière un peu, moi c'est de manière un peu enfantine ce que je m'imaginais, un tournesol recroquevillé qui se lève et puis qui se tourne et puis par exemple qui se recouche pour évoquer l'évolution, comme la question autour de la vie, de l'adolescence vous anime, et vous avez choisi quelque chose de différent. Ouais, c'est-à-dire qu'au niveau du rythme, moi je pensais que c'était plus intéressant de ne pas avoir quelque chose de linéaire, qui ne soit pas d'une lecture un peu plus complexe. Et qu'est-ce que vous y mettez? Qu'est-ce qu'on y découvre en tant que public, que spectateur? Alors ça, je ne sais pas, mais on doit se l'approprier. Il y a des personnes qui m'ont parlé de planètes, c'est-à-dire qui rentrent comme ça dans le cœur, et puis il y a quelque chose qui diffuse, qui infuse, qui arrive. Il y a ces grandes choses noires aussi, comme une planète qui se termine. Et il y a le blanc aussi, évidemment, du papier, c'est-à-dire qu'il est intouché. Autour, c'est intouché, et la couleur vient juste au centre, finalement, révéler cette fleur. Alors, on a parlé de dialogue inattendu. Il y a eu des points de dissonance entre vous, presque des points de discorde, des choses sur lesquelles vous avez dit moi, je ne vois pas les choses comme ça, je ne vois pas l'art comme ça, et puis des choses où, évidemment, vous vous êtes retrouvés. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pour vous, vous lie le plus à Berthe Morisot après avoir travaillé sur ce dialogue avec ce tableau et ces roses trémières? C'est une grande question, mais c'est vrai que quand j'aime quelque chose de fugitif aussi chez Berthe Morisot, c'est-à-dire qu'elle travaille vite, elle travaille sur le motif, elle travaille avec des éléments qui sont autour d'elle, c'est-à-dire c'est quelque chose de quotidien, de proche, d'intimiste aussi très fort. Et je pense qu'on retrouve l'intimité dans mes œuvres, on retrouve aussi la rapidité d'exécution. Il y a même les pétales comme ça, il y a un côté presque cheveux, il y a l'idée de la touche aussi.
Voilà, il y a des petites choses Ça vous comme parle? Oui. Et vous vous reconnaissez dans ça ou Oui, c'est oui, quelque oui, chose... oui. Après, se reconnaître, c'est quand même... Il y a presque 100 ans d'écart. Donc c'est vrai que c'est une autre façon sociale aussi d'aborder l'art. Quand j'ai lu sa biographie, par exemple, on disait à la fin de sa... Quand sur son avis de décès, on a écrit Berthe Morisot sans profession. Vous vous rendez compte, alors qu'elle avait œuvré toute sa vie, la peinture, ça avait été je dirais, quelque chose de chaque jour. Et elle avait exposé, enfin, je veux dire, elle était reconnue, elle n'était pas du tout amateur. Et pourtant, pas de profession. Oui, alors que c'est très grand artiste. On vient d'évoquer ensemble ce sur quoi vous êtes tombés d'accord. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes parfaitement irréconciliables et vous vous en êtes aussi rendu compte en réalisant cette série Essai Soleil? Pour cette expo-là, oui, bien sûr. Parce que sinon ça serait injuste, la question de la couleur, du blanc, Oui. c'est-à-dire qu'elle blanchit ses couleurs, elle les affadit un peu. Vous voyez, Tout à fait. Il y a un côté et un peu... c'est ce qu'on voit sur ce tableau rose première. Exactement. Il y a des blancs qui reviennent, Alors que vous êtes partisane d'une couleur très riche. Ouais, c'est une couleur pure et qui va s'exalter plutôt par des contrastes simultanés. Donc c'est complètement Là-dessus, vous êtes opposé. irréconciliable, en tout cas sur cette série Soleil. Sur cette série. On va s'arrêter sur ça. À l'entrée de l'exposition est accroché un petit dessin qui date de 1992, exécuté sur un vieux papier d'écolier. C'est le seul autoportrait que l'on vous connaisse et vous avez décidé qu'il ferait partie de ce dialogue. Ouais. Pourquoi? Parce que vous avez mis beaucoup de vous? Parce que c'est quelque chose de très intime, cette discussion? C'est juste parce que le dessin, c'est... je suis en train de dessiner un tournesol. J'adore. C'est drôle, hein, regardez. Est-ce que je peux le montrer? Ouais. Merci beaucoup. Oui, je me suis dit, mais montrons ce dessin qui est de 94. C'était écrit alors, hein. Finalement, c'est le seul... mais... et je dessine un tournesol. Donc voilà, c'était marrant. Donc c'était un joli clin d'œil aussi. Exactement. Finalement, à ce dessin que vous avez retrouvé. Après ce travail, ces échanges, est-ce que ça vous a donné envie de poser de nouveau un œil sur d'autres artistes, sur d'autres collections et de laisser parler ensuite votre créativité, comme ça a pu être le cas? Je le fais régulièrement. Et là, je suis invitée, vous voyez, demain, je vais au musée Ingres-Montauban, où je suis invitée pour une exposition personnelle l'année prochaine. Mais j'aime beaucoup Ingres et je sais que j'ai déjà travaillé à partir de cet artiste et peut-être il y a d'autres choses qui vont advenir. Donc l'idée des discussions et des dialogues vous plaît beaucoup? Oui, c'est très riche. On peut dire un mot peut-être aussi de vos projets à venir? Sur quoi vous travaillez en ce moment? En ce moment, j'ai aussi l'exposition au MoCo à Montpellier, l'exposition personnelle. C'est pas l'Île-de-France, mais bon, c'est un grand lieu. On a le droit de faire des escapades quand même. Ouais, hein. c'est bien. Dans le sud, c'est super. Tout à fait. C'est encore de saison en plus pour aller. Donc un week-end à Montpellier. Voilà. Pour aller vous y découvrir. Et puis, j'ai plein de choses, mais j'ai le projet de sculpture, tapisserie. Bien, la tapisserie. J'ai été sélectionnée pour l'hommage à Georges Sand. C'est une tapisserie qui est initiée par l'État et la Cité de la tapisserie à Aubusson. Et c'est un hommage à Georges Sand. Elle sera dévoilée en 2026, en juin. Et c'est une tapisserie assez exceptionnelle puisqu'elle fait 23 mètres de long. Ah, on parlait des grands formats tout à l'heure, vous devez être ravis. Ouais, ça, c'est pas moi qui tisse, mais il y a du travail. Mais vous avez en effet travaillé sur ce projet. Merci beaucoup d'être venu nous parler, notamment de cette discussion, de ce dialogue magnifique avec Berthe Morisot et ses roses trémières pour cette série Soleil. Et on peut bien sûr remontrer vos œuvres. Un grand merci d'être venu nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Et on passe tout de suite à l'art de vivre. Il y a des occasions pour lesquelles on prend un plaisir tout particulier à se préparer, à s'habiller et à se couvrir la tête. Une créatrice a utilisé son talent et sa créativité pour créer des chapeaux de cérémonie qui, pour certains, sont de véritables œuvres d'art. Son atelier est à Paris, évidemment. C'est Rinceau et Palmette et on en parle avec elle directement. C'est quand même beaucoup mieux. Bonjour Jeanne Jordan, merci beaucoup d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France et vous portez évidemment vos créations. Elles sont magnifiques. On va parler évidemment de votre travail. Je vois que vous nous avez amené quelques échantillons de ce que vous faites et de votre travail. On va parler de votre parcours puisque vous êtes une passionnée de la première heure de travail manuel et d'art. Vous êtes d'ailleurs dirigée assez naturellement vers l'école du Louvre et là vous plongez dans la très grande histoire de l'art, art avec une majuscule. Et là ça vous plaît beaucoup. Exactement. Qu'est-ce que vous y découvrez? Actuellement dans mon métier? Non, pardon, pendant vos études. Pendant mes études, pardon. C'est vrai que en faisant l'histoire de l'art à l'école du Louvre, j'ai découvert toutes sortes de choses en termes de tableaux, en termes de matériaux, en termes d'art tout simplement,
en prenant l'art le plus reculé jusqu'à l'art le plus actuel. En fait, ça m'a permis d'élargir élargir mes horizons et puis nourrir ma créativité. Et c'est vrai qu'en apprenant toujours plus de choses, j'avais qu'une envie, c'était de moi-même créer. Et dans vos cahiers d'étudiante, déjà, dans la marge, des rinceaux. Alors, qu'est-ce qu'un rinceau, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas? Alors, les rinceaux et les palmettes, c'est des motifs d'ornement qui existent depuis l'Antiquité la plus reculée et qui parcourent en fait l'histoire de l'art jusqu'à l'époque actuelle. Donc, je les ai un peu repris pour en faire mon logo. Donc là, vous avez une petite palmette, c'est un élément qu'on retrouve très facilement autant sur les vases grecs, on a toujours des frises de rinceaux et de palmettes, que sur les immeubles haussmanniens. En général, on le voit, mais on ne sait pas que ça s'appelle une palmette. C'est des motifs. Et du coup, c'est des motifs. Il faut que vous le montiez un peu au niveau de votre tête. Non, je vous en prie. C'est des motifs végétaux. D'accord. Donc là, c'est une palme en fait qui est stylisée. Et du coup, ça donne une petite palmette. Et pareil, les rinceaux, en fait, c'est des branches un peu en forme de bigouis comme ça. Qui viennent ornementer. Exactement. Voilà. Et du coup, c'est des décors qu'on retrouve vraiment partout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous commencez à créer des fleurs sur des créoles, des serre-têtes, des peignes, des chapeaux, des couronnes, des bijoux de tête, finalement. Exactement. Pourquoi est-ce ce choix? Ça vous vient d'où? J'ai toujours voulu avoir des éléments, porter un peu des éléments originaux. Okay. C'est vrai que j'ai découvert qu'en mariage, les gens n'avaient pas forcément, les gens n'avaient pas forcément d'éléments très originaux en termes de chapeau. On était à une certaine limite du cinnamé, un peu le chapeau des belles-mères. Et donc il manquait quelque chose. Et du coup, il manquait quelque chose. Et je me suis dit, je vais redonner un peu le goût aux jeunes de reporter des chapeaux dans les mariages et donc faire des éléments beaucoup plus originaux, des capelines avec des couleurs pas forcément évidentes les unes avec les autres, mais qui fonctionnent et qui donnent quelque chose de très, très moderne, très jeune et très élégant finalement. C'est extrêmement élégant et ce qui est intéressant, c'est que vous avez trouvé dès le début finalement ce qui allait être aussi une marque de fabrique, c'est ces fleurs qu'on découvre à vos oreilles, qu'on retrouve sur ces chapeaux, sur ces couronnes de tête et qui sont magnifiques. Comment est-ce que vous les travaillez ? Alors, comment est-ce que je les travaille Alors, c'est vrai qu'au tout début, j'avais été fascinée par des hortensias qui étaient plantées devant un château. Et je passais tous les jours devant. Et un jour, je me suis dit, je vais les cueillir et je vais les coudre sur une créole. Et en fait, j'ai pris la photo, je l'ai postée sur Instagram et il y a eu un succès impressionnant. Mais c'est vrai que des fleurs fraîches, ça ne pouvait tenir qu'une heure à peine. Et un jour, j'ai découvert les fleurs stabilisées. Donc, c'est des fleurs qui sont des vraies fleurs, traitées avec de la glycérine et recolorées avec des colorants alimentaires, ce qui donne des couleurs extrêmement vives. Et du coup, c'est un matériau qui est vraiment très délicat, très fin à travailler et qui permet de donner des choses, de donner un rendu au-delà, par exemple, du tissu qui a toujours un rendu un peu lourd. Là, on a des vraies fleurs et du coup, quand on les regarde vraiment de près, on a tout ce qui est nervure, etc. Et du coup, on a toute cette délicatesse de la nature, ce qui permet du coup de les travailler et d'en faire des boucles d'oreilles très délicates, des chapeaux également délicats. Et aujourd'hui, dans les créations que vous développez, que vous portez et qu'on voit à l'écran, il y a évidemment ces inspirations que vous avez tirées de votre enfance, de la nature, des choses qui vous inspirent, et puis de l'histoire de l'art, de certains tableaux, de certains artistes, du fauvisme pour la dernière collection. C'est une source d'inspiration inépuisable pour vous ? Oui, il y a toujours tellement à inventer, tellement à imaginer. À chaque fois que je crée, j'ai envie de créer encore plus. Et mon défaut, en général, dans mes collections, c'est d'avoir trop d'idées. Et nous, on a envie de découvrir ce qu'il y a dans ces boîtes pour que vous nous montriez justement l'objet de ces créations. Alors, c'est parti. Je vous ai apporté un serre-tête qui s'appelle le serre-tête Van Gogh. Il est magnifique. Donc là, ce sont des fleurs stabilisées ? Fleurs stabilisées, exactement. C'est magnifique. Et en effet, les couleurs sont très vives, très riches, très vives. Ouais, exactement. Donc tout est fait à la main. Et tout est fait à la main. C'est magnifique. J'ai un atelier, une boutique atelier à Paris, et on fait tout à la boutique et sous les yeux ébahis des visiteurs. Il vous faut combien de temps pour confectionner une pièce comme celle-ci ? Alors, ça dépend. Il y a la confection, l'imagination en termes de coloris, etc. Puis après, au bout d'un moment, quand on a la main, on peut le faire un peu plus rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu les deux. Il y a le temps d'imaginer et le temps de faire. Et le temps de confection ? Le temps de confection pour un serre-tête, je pense qu'on peut mettre 3/4 d'heure. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous êtes d'une efficacité redoutable. Voilà, au bout d'un moment. Je vous le rends parce que je ne veux évidemment pas l'abîmer. Vous m'avez parlé des mariages. Exactement. C'est notamment des moments et des temps adéquats pour porter vos créations.
Est-ce qu'il y a d'autres moments où pour vous c'est opportun de se couvrir la tête? On voit ces chapeaux magnifiques à l'écran. Il y a des bijoux évidemment qu'on peut porter au quotidien. Vous portez ces bijoux qui sont magnifiques, ces boucles d'oreilles? Il faut avoir quand même ce côté un peu original pour porter, je pense, ce genre de choses tous les jours. Mais en soirée ou en dîner, ça passe très très bien. J'ai pas mal de clientes qui le font. Et après, pour ce qui est chapeau, bon là pour le coup, on ne se chapeaute pas non plus tous les jours. Mais il y a par exemple les événements hippiques. On tombe sur Camille Lampinson qui est juste ici. Et donc là, c'était le prix Diane de cette année. Et Camille Lampinson qui est une Miss Monde Colombie il y a 2 ans, il me semble. Et qui porte une de vos créations. Et j'avais fait... magnifique. On a Miss Île-de-France de l'année dernière. Tout à fait. 2024. Et donc, j'avais assorti le chapeau à la robe qu'elles allaient porter au prix. Et c'est d'une élégance absolue. Justement, on va parler de cette élégance. On regarde ce qu'il y a dans la deuxième boîte parce que moi, c'est un petit bibi. Il ne tient plus. Oh, c'est magnifique. Comme ceci, c'est exactement celui que porte la mannequin. Magnifique. C'est incroyable. Oh, c'est joli en plus. Je montre aussi ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'en effet, on voit ce travail et cet artisanat d'art. J'ai envie de vous demander si vous défendez aussi par là un certain art de vivre à la française. Oui, je pense. Il y a l'élégance à la française qui me fascine. Je trouve ça un peu dommage parfois qu'on n'ose plus être autant élégante qu'à une époque, par exemple au 19e, on se chapeautait tout le temps. Au 19e, c'était très mal vu pour une femme de sortir sans chapeau. Et actuellement, c'est vrai qu'on a peur de porter des chapeaux. Et même en mariage, souvent, mes clientes, ce qui les arrête, c'est pas tant de porter un chapeau, c'est elles ont en fait l'impression que ça ne se fait plus et qu'il n'y a que la famille qui doit porter un chapeau. Et vous avez envie de dire, si, avec mes créations, ça se fait, justement. Mais en effet, il y a aussi ces touches qui sont, je vous le rends, pardon, pour l'allumer. Il y a aussi c'est très coloré, c'est aussi moderne dans la manière de repenser. Il y a quelque chose presque d'hispanique aussi dans... Il y a un petit côté espagnol dans ces grandes capelines. Effectivement, les Espagnols portent beaucoup, contrairement aux Anglaises, où là, c'est vraiment une certaine catégorie de la société. C'est plutôt l'aristocratie qui porte des chapeaux. Et c'est des chapeaux qui sont en général assez sobres. Les Espagnols, c'est très popularisé, c'est très démocratisé. Tout le monde porte des chapeaux quand il y a un mariage. Et c'est des couleurs très joyeuses aussi. C'est quelque chose de très festif. Et elles osent sans problème avoir des longues robes, des grands chapeaux. Elles ont vraiment ce côté naturel de être hyper élégant et puis ne pas du tout être gêné. Et c'est fascinant. Et du coup, j'essaye de reprendre ce côté un peu espagnol, mais adapté complètement à la française, avec ces couleurs plus françaises, plus travaillées, plus jardin à la française, on va dire. Et de donner ce goût, de redonner ce goût aux françaises. Et c'est vrai que j'ai remarqué, en tout cas avec mes clientes, avec le panel le choix assez large que je leur offre avec mes différentes créations, peuvent porter des chapeaux immenses comme des chapeaux beaucoup plus petits et ça leur permet d'oser. Et vous avez une pièce chouchou? J'ai un turban que j'adore. Je suis fascinée par le Moyen-Orient et ils portaient beaucoup de turbans. Et j'ai essayé de remettre un peu à la mode ces turbans. Et il y a un turban qui s'appelle le turban moghol, avec des plumes de paon. Et c'est vrai que lui, il est splendide. Moi, je ne le vois pas sur les photos. Mais il est magnifique et il se porte avec énormément de couleurs. Voilà, le côté turban. En 1920, c'était Poiret qui a remis à la mode, qui a remis à la mode les turbans. Et actuellement, j'essaye de redonner un peu le goût aux femmes de reporter des turbans. Quels sont les retours que vous font ces femmes qui portent vos créations? En général, elles sont extrêmement contentes d'avoir acheté chez moi, effectivement, parce que comme j'ai que des créations assez originales, elles sont assez remarquées et du coup, elles ont des compliments toute la journée, donc forcément. Oui, j'imagine que c'est plutôt agréable. Et vous défendez cet art de vivre à la française et ces très jolies créations qu'on peut porter pour des événements ou dans la vie de tous les jours. Vous nous l'avez montré aujourd'hui en plateau. Merci infiniment d'être venu sur le plateau pour nous présenter Rinceau et Palmette. C'est votre marque et votre atelier de création de ces magnifiques pièces et de ces bijoux de cheveux. Moi, j'appelle ça bijoux de cheveux. Je ne sais pas si c'est tout à fait correct, mais il y a évidemment des magnifiques chapeaux et des très très belles couronnes. Et c'est encore la saison des mariages, alors c'est l'occasion. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Jeanne Jordan. Moi, je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV. Et je vous dis bien sûr à demain, même lieu, même heure. Bonne soirée.